Bienvenue sur cette première session Culture Sport 2018-2019. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Guillaume-Marche, responsable du pôle pentathlon, avec Christopher Pat, l'athlète, et Franck Brochery, qui est à la recherche. Nous allons avoir en duplex Nicolas Bourrel de Font-Romeu, donc, qui est intervenu avec l'équipe du pentathlon. Donc on va avoir des échanges, donc il va s'afficher tout à l'heure sur l'écran. Donc on essaye de rendre un petit peu high-tech et média ces sessions de culture sport, où en fait le but c'est vraiment de partager de l'expérience d'entraîneurs et aussi de discuter, de travailler au niveau de... déjà pour vos formations, mais surtout d'avoir des échanges avec des entraîneurs et des athlètes. Donc c'est vraiment l'échange et le questionnement et l'interactivité qui dominent sur cette session. Avant de lancer les débats et surtout le partage d'expérience, donc en premier lieu, ça sera donc Jean-Pierre qui démarrera, qui va raconter son travail et sa préparation pour les Jeux de Mexico. Il vous donnera tout ça dans le détail. Ensuite, Christopher Pat donnera ses sensations qu'il a eues. Et ensuite, Franck fera un éclairage avec Nicolas d'abord, et Franck fera ensuite un éclairage sur plutôt les conditions d'entraînement en chaleur, puisqu'on va avoir plutôt sur l'altitude et sur la chaleur. Voilà. Merci à vous. Je vous passe donc cette première vidéo, donc, qui date... Donc, vous n'étiez pas né quand ce document a été fait. Donc, c'est un reportage de Lucien Gavinet et de Léon Zitrone. C'est diffusé dans le magazine, ça s'appelait Les coulisses de l'exploit. Donc, c'était un magazine qui était diffusé toutes les semaines. Donc, il date du 18 septembre 1968. Et ça a été créé par l'ancien athlète et journaliste Raymond Marcillac et Jacques Godet. Donc, ce documentaire part à la découverte des différentes infrastructures du centre d'entraînement en altitude de Font-Romeu, et qui a été mise en service en 1967. Et il est destiné à la préparation des athlètes pour les Jeux de Mexico. Donc, aux questions, vous verrez, du journaliste Léon Zitrone sur l'adaptation des sportifs à l'altitude, interviennent successivement donc l'adjoint au directeur des sports, M. Le Casanet, l'entraîneur de natation Lucien Zins et le docteur Stéphane, qui a travaillé donc à l'INSEP aussi. Voilà. Dans ce site grandiose des Pyrénées-Orientales, à plus de 2000 mètres d'altitude au-dessus de Font-Romeu, voici, surgissant des bois où ils sont allés se détendre comme chaque matin, quelques-uns des athlètes français et étrangers qui suivent le stage pré-olympique. Les Jeux, vous le savez, ont lieu à Mexico, ville située également à l'altitude de plus de 2000. Cette période d'accoutumance ici était donc indispensable. Avant de voir les diverses installations dont on dispose à Font-Romeu, je demande à l'adjoint du colonel Crespin, M. Le Casanet, pourquoi l'on a choisi entre toutes les villes possibles, justement celle-ci. Parce qu'à Font-Romeu, les conditions météorologiques sont très favorables, un ensoleillement très important dans le courant de l'année, et des conditions, disons, de terrain qui permettent une implantation, une construction de terrain beaucoup plus facilement que dans la plupart des autres régions. Qu'a-t-on mis à votre disposition? On a mis ici à notre disposition des moyens en personnel considérables, des moyens en installation qui sont particulièrement adaptés à la préparation olympique. Pour l'athlétisme, nous avons ici deux stades. Un stade d'entraînement avec une piste en road ground, qui est déjà une piste d'un intérêt particulier, mais plus encore, nous avons un stade avec une piste en tartan et des éléments en tartan qui permettent une préparation immédiate aux conditions dans lesquelles nous travaillerons à Mexico. Quel est l'avantage du tartan? Le tartan est un produit à base de résine qui ne demande pas d'entretien et qui possède une souplesse très particulière à laquelle les athlètes ont besoin d'être habitués. Ensuite, la natation. Pour la natation, nous avons deux piscines, chauffées toutes les deux, qui permettent un entraînement dans toutes les conditions et à tous les moments de l'année. Sous vos yeux, la piscine olympique, un bassin de 50 mètres, exactement au pied des Pyrénées. Les nageurs sont parmi les tout premiers athlètes arrivés à Font-Romeu. À l'heure où leurs camarades américains battent record du monde sur record du monde, les représentants de la natation française mettent vraiment leur point d'honneur à se préparer au maximum. Tandis qu'ils nagent, au bord du bassin, les entraîneurs les suivent d'un œil amicalement technique. Ici, Eda Frost. Nous avons demandé au bord du bassin à Lucien Zins, alors que derrière lui, dans l'eau, nos champions travaillent, Mosconi, Rousseau, Kirsody, Christine Caron, bref.
tout le monde est là, nous avons demandé à Lucien Zins de nous dire comment, à son avis, se passe ce stage. Bien, très très bien. Après quelques jours de vacances, nos nageurs et nos nageuses sont venus pleins d'enthousiasme à Font-Romeu et le stage se déroule d'une façon très satisfaisante. Est-ce que l'altitude joue un rôle important pour les nageurs et les nageuses? Bien, au-dessus de la distance de sprint, c'est-à-dire 100 mètres, je crois que là, les nageurs auront quelques difficultés à très bien s'acclimater et auront surtout des difficultés à réussir de très bonnes performances. Est-ce que les jeunes gens s'adaptent mieux que les jeunes filles ou au contraire les jeunes filles que les jeunes gens? Bien là, c'est imprévisible. Il y a des jeunes filles qui s'acclimatent très bien. Il y a aussi des garçons, en particulier Mosconi et Rousseau, qui, eux, se trouvent très bien en altitude. Innovation. Une caméra pour filmer les nageurs au cours de leur entraînement, avec projection immédiate de l'enregistrement ainsi réalisé sur la voiture technique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. C'est le procédé du magnétoscope, que nous utilisons souvent pour nos émissions en télévision. Réunis en salle, entraîneurs et nageurs peuvent, sur un écran, voir la séance qui vient juste de se terminer. Tu vois les vêtements là que tu as fait au truc, c'est ça qui tue. Moi j'ai fait des départs à des virages, c'est pas encore. Mais non, mais ça va parce que on a pris le... Style coulant. Et voyons maintenant ce que trouvent à Font-Romeu les cavaliers. Pour les sports équestres, nous avons plusieurs installations. Les installations nécessaires avec un manège pour le concours hippique, des installations particulières pour la préparation du concours complet et les pistes nécessaires pour la préparation des pentathlètes. Il n'a fallu que quelques jours aux chevaux pour être à l'aise. Les premiers temps, il soufflait beaucoup, il faut bien le dire, mais l'acclimatation est maintenant complète. Il est nécessaire cependant d'accorder aux animaux environ 24 heures de repos tous les 8 jours. Pour les sports équestres proprement dit, la France sera représentée en jumping et en concours complet. Ce concours complet comprend 3 épreuves, le dressage, le saut d'obstacle et le parcours de crosse. Quittons ce cadre idéalement beau. Monsieur Le Causanet, parlez-nous maintenant des champions de l'aviron. Pour l'aviron, nous travaillons au lac des Bouillouzes, à 15 km de Font-Romeu. Les rameurs sont logés dans un hôtel remarquable et l'altitude est absolument identique à celle de Font-Romeu. La longueur du lac permet l'entraînement exactement comme dans les conditions olympiques. Ce lac de la Bouillouse est formé par un barrage de retenue élevé par la SNCF. Sa longueur est de 2 km et sa profondeur de 15 mètres au plus profond, les mesures idéales pour la préparation. Nous avons suivi un moment le 4 non barré et le 200 barreur dans ce très beau paysage qu'on ne se lasse pas d'admirer. Boxe, il y a 2 salles, l'une avec un ring, l'autre avec 2 rings. Vous entendez derrière notre commentaire la voix de l'entraîneur donnant ses conseils. Tandis que les boxeurs travaillent leur jeu de jambes, leurs réflexes, la rapidité de leurs coups, disons que les stagiaires disposent également d'une salle de musculation, d'un sauna pour messieurs avec 5 places et d'un sauna pour les dames avec 3 places. Les champions des poids et haltères. Les hommes forts. Les hommes très forts. Et les hommes extrêmement forts. La France sera représentée dans les catégories moyens, lourds, légers et lourds, avec le docteur Faultier de Lyon, que voici, et que les spectateurs connaissent bien. Une belle silhouette. Escrime. La France participera au fleuret masculin, au fleuret féminin, à l'épée et au sabre. Le jour où nous filmions, le maître d'armes donnait une séance de perfectionnement à mademoiselle Brigitte Gapet. Voici le maître. Voici la blonde et charmante élève.
Et puis l'installation médicale. Pendant toute la durée du stage, les athlètes sont soumis à tous les essais, à tous les contrôles, couchés, assis, au repos, en travail. Analyse biologique, électrocardiogramme, mesure du développement de la capacité pulmonaire. Tout ici est fait par une équipe de 3 médecins, les docteurs Andrivet, L'Église et Stéphan. C'est au docteur Stéphan que je demanderai ce qui se passerait pour un athlète qui n'aurait pas suivi le stage de Font-Romeu. Les athlètes ayant à accomplir des efforts longs seraient très gênés du fait que leur organisme ne serait pas habitué à, comment dirais-je, à accomplir sans arrêt des efforts dans des conditions de diminution d'oxygène. En somme, si je vous comprends bien, un coureur de 100 mètres plat ou un nageur de 100 mètres nage libre serait beaucoup moins désavantagé qu'un coureur de 5000 ou de 10 000 mètres ou un nageur de 1500. Certainement, ces sportifs-là accomplissent leur effort pratiquement sans apport d'oxygène, en dette d'oxygène complète. L'oxygène n'intervient que pour récupérer de l'effort, tandis que les athlètes qui parcourent des distances longues ont besoin sans arrêt d'un apport d'oxygène pour pouvoir poursuivre leur effort. D'après les constatations que vous avez pu faire jusqu'à présent, êtes-vous content de la manière dont le stage se déroule? On va passer donc à la présentation. Donc ce petit moment de culture sport, hein, puisqu'en fait c'est le côté historique est intéressant aussi de voir. Donc vous avez vu tous les progrès qu'on a fait depuis, bien évidemment, hein, depuis 68. Donc vous avez vu au niveau des caméras, au niveau de l'entraînement, au niveau de la réflexion et de l'analyse. Donc maintenant on va avoir bien sûr des avis complètement différents, ou peut-être, ce qui est intéressant, c'est la réaction que vous pouvez avoir par rapport à ça, à cette préparation. Bon, ce qui était bien, c'est qu'on a vu de l'escrime, on a vu de l'équitation et de la natation. Voilà, c'était un peu l'objectif de cette présentation. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonjour. Bon, donc moi je vais vous parler de notre préparation des championnats du monde 2018 qui ont eu lieu à Mexico, donc un petit peu comme les Jeux Olympiques de 68. Donc effectivement pour nous c'était quand même pas quelque chose de courant, puisque la dernière grosse compétition de référence qui avait eu lieu en altitude c'était en 98. Donc pour le staff actuel et nos athlètes actuels, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté, et donc on a essayé d'appréhender du mieux possible. Voilà, donc moi après là je vais vraiment vous présenter ce qu'on a fait. L'idée c'est pas de vous dire comment il faut faire, mais de vous dire comment nous on a fait, hein, avec des résultats qui ont été bons, mais toujours dans un contexte qui était très particulier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a il y a un pôle espoir à Font-Romeu à l'année. Donc ça veut dire que sur place, il y a des installations totalement adaptées à la pratique du pentathlon moderne, avec également un centre équestre qu'on a pu voir d'ailleurs, c'était assez étonnant. Ça n'a pas énormément changé, hein. La piscine découverte n'existe plus, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et donc on a l'habitude depuis 10 ans, en tout cas avec ce staff et ce groupe d'athlètes, de venir régulièrement à Font-Romeu. Donc c'était pas anodin, parce que ça nous a permis de prendre beaucoup d'informations. Ça nous a permis quelque part de banaliser l'altitude, parce que je pense que si on n'avait jamais été là-haut, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc de collecter un certain nombre d'informations. Alors nous, c'est vrai que la plupart des championnats du monde qu'on a préparés, ou des championnats d'Europe, étaient en plaine. Donc nous, on allait à Font-Romeu, on fait souvent 2 gros stages de préparation sur les gros événements. Donc on allait à Font-Romeu sur le premier stage. Donc on prenait aucun risque avec l'altitude, puisque le deuxième stage avait lieu en plaine, alors à l'INSEP ou autre part. Mais par rapport au retour en plaine et par rapport à la date de la compétition, nous, on éliminait le problème, et donc on ne prenait pas de risque. Donc c'était déjà un problème différent. On y allait également pour la proximité des installations et la qualité des installations, sans parler, ils en parlaient, hein, du climat qui est exceptionnel, et puis du dépaysement, la présence des montagnes. Donc c'était un lieu qu'on connaissait bien, et sur lequel on avait déjà donc pris un certain nombre d'informations depuis quelques années. Alors, pour aller vite, hein, puisque j'ai pas trop le temps, et on échangera après, c'est le plus intéressant. Nous, ce qu'on avait déjà remarqué, et je crois que c'était très important à prendre en compte, c'est que les réponses à l'altitude étaient très individuelles. Voilà, donc il n'y avait pratiquement aucun athlète qui réagissait de la même manière à chaque charge d'entraînement. Il y a des athlètes qui s'adaptent très rapidement, très facilement. Il y en a d'autres qui s'adaptent beaucoup moins facilement. Donc ça, on avait déjà l'info.
Je pense que Nicolas, tout à l'heure, nous apportera un éclairage beaucoup plus précis scientifiquement. Mais c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête et ça nous a beaucoup aidé, ça c'est évident. Et voilà, le pentathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 5 disciplines, il y a 3 épreuves techniques. Donc l'équitation, le tir, l'escrime, qui franchement sont très très peu impactés par la problématique du manque d'oxygène. Par contre, on a 2 épreuves énergétiques, la course et la natation, avec en course à pied, bon, c'est enchaîné avec le tir, mais c'est quand même un effort de 10 à 12 minutes pour les filles. Et puis en natation, 200 mètres, c'est quand même une épreuve mixte qui dure dans tous les cas au minimum 2 minutes. Donc là, au contraire, le manque d'oxygène est vraiment très très important. Donc sur ces informations qu'on avait collectées, on a décidé, pour préparer les championnats du monde, de se mettre vraiment dans des conditions optimales. On a fait des choix assez forts. Donc on a déjà le stage hivernal du mois de janvier, qui d'habitude est aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique. On a fait le choix fort et qui n'est pas anodin d'aller à Font-Romeu. Donc c'est pas tout à fait pareil pour les athlètes. Bon, on leur a expliqué et tout le monde a adhéré, bien sûr, puisqu'il y avait un objectif de performance. À ce même moment-là, Nicolas vous en parlera bien, il y avait ce projet donc, de chambre hypoxique qui était construite à Font-Romeu, donc qui était pour nous un argument supplémentaire de venir sur le site de Font-Romeu, puisque à Font-Romeu, on vit à 1800 mètres, on s'entraîne à 1800 mètres, on peut au mieux monter à 2100 mètres. Il faut savoir quand même que la compétition avait lieu à 2400 mètres. Je pense que Nicolas et Franck vous expliqueront peut-être tout à l'heure qu'il y a des deltas tous les 400 mètres, et pour faire les choses bien, c'était aussi un problème, il manquait quelques mètres. Donc l'utilisation de cette chambre hypoxique, qu'on n'avait jamais utilisée, qui était nouvellement construite, était un argument supplémentaire pour nous faire venir. Et le choix de venir au mois de janvier, c'était de prendre, là, sur l'utilisation de la chambre hypoxique, un certain nombre d'informations. Ensuite, sur l'année de préparation, parce que les championnats du monde ont eu lieu en septembre, avant de retourner à Font-Romeu, alors on a fait aussi là un choix très fort sur le stage terminal, de faire un stage de 4 semaines. Et là, franchement, c'était pas un cadeau non plus, parce que les stages, en général, les stages, nous, on essaye de faire plutôt des lieux différents, mais on sait que passer, en général, l'idéal, c'est 2 semaines. 3 semaines sur le même site, c'est pas simple. 4 semaines, c'est très compliqué, surtout sur un endroit aussi isolé que Font-Romeu. Ça peut devenir un petit peu compliqué avant une grosse échéance. Donc là, pareil, on a bien expliqué aux athlètes ce choix, qui était aussi guidé par la performance. Et avec un départ directement, enfin un passage par Paris de 2 jours après le stage, et 1 semaine encore à Font-Romeu, d'une semaine avant la compétition, qui nous permettait à la fois de s'adapter du décalage horaire, de récupérer du voyage qui est assez long, et puis de finir la préparation. Alors là, pour le coup, c'était vraiment la préparation terminale, mais essayer également de continuer à gagner en altitude et à s'adapter au dernier mètre. Voilà. Du mois de janvier donc au mois d'août, il y avait quand même un delta de 6 mois où on s'est dit, et Nicolas vous en parlera, qu'il pouvait être intéressant de faire des petits rappels d'altitude. Alors, une fois que la saison est commencée, c'est compliqué de retourner à Font-Romeu, ça coûte cher. Il y a des athlètes qui sont à droite, il y en a d'autres qui sont à gauche. Donc, c'était pas la solution de retourner à Font-Romeu n'était pas vraiment facile à organiser. Et donc finalement, on s'est rabattu sur l'utilisation de la chambre hypoxique avec des rappels de 3 jours qu'on a fait. On a fait 3 fois 3 jours sur la saison. Et on a fini par trouver... Alors il n'y en a pas beaucoup, je crois, a priori, il y en a une après Manon. C'était compliqué d'aller après Manon, dans le Jura. Celle de Font-Romeu également, c'était assez loin. Il y en a une au Centre national d'entraînement de tennis, à côté de Roland-Garros. Donc on a vu avec eux, ils nous ont très très bien accueillis. Et donc on a organisé sur la saison, en fonction des échéances qu'on avait, 3 petits blocs de 3 jours qui nous a permis également de se retrouver ensemble. C'était des mini-stages où on a cassé la routine. Et on a continué, alors toujours sur l'utilisation de la chambre hypoxique, sous le contrôle et la programmation des séances de Nicolas. On a continué à garder un travail en hypoxie, en manque d'oxygène. Je crois aussi que tout au long de cette préparation, la chambre hypoxique, par exemple, on a ouvert le stage terminal au mois d'août aux équipes étrangères, à certaines équipes.
Par contre, la chambre hypoxique, on avait bien expliqué aux gens de Font-Romeu et à Nicolas qu'elle nous était bien réservée. Donc c'est vrai que pour nos athlètes, c'était un petit plus qu'on avait. Hein. Alors peut-être psychologique, hein, encore une fois, moi je serais incapable de vous dire dans quelle mesure l'utilisation de la chambre hypoxique, le travail qui a été effectué dedans, on y reviendra, et puis les 3 rappels qu'on a fait, dans quelle mesure ils ont contribué. Mais dans tous les cas, les athlètes avaient le sentiment que ce travail où on pouvait reproduire une altitude supérieure à 2400, puisque on n'a pas abusé, mais on est monté régulièrement à plus de 3000, ça donne quand même beaucoup de confiance dans la capacité à répéter des efforts intenses en manque d'oxygène. Voilà. Donc ça, c'est pour situer un petit peu le contexte avant. La préparation de l'année. Le stage s'est pas trop mal passé finalement. Donc on a programmé. Alors franchement, nous, je ne sais pas si c'est l'habitude du site. Nous, encore une fois, on se prend pas trop la tête avec l'altitude. Alors je pense pour au moins 2 raisons. D'abord parce qu'on connaît le site, on a l'habitude d'aller là-haut. 2, il y a 3 épreuves techniques qui sont déterminantes. Donc même si on bat pas nos records, je pense que pour un athlète ou un nageur, c'est quand même différent. Nous, si on n'est pas à notre meilleur niveau en course et en natation, on peut quand même être champion du monde. Donc ça, c'est comme un argument qui est quand même plus facile à appréhender pour les athlètes. Ensuite, effectivement, la répétition des stages qu'on avait fait, les athlètes avaient vu finalement comment ils répondaient. Et nous, on connaissait les réponses qu'on allait amener individuellement aux athlètes. C'est vraiment là-dessus que je veux insister pour vous là, qui êtes étudiants dans le sport. Pour nous, la plus grosse problématique, c'était ça, c'était les réponses individuelles. J'ai envie de dire, pour simplifier, alors le stage de 4 semaines qui était long, on avait uniquement imaginé un break de 3 jours au milieu, où les athlètes pouvaient rester sur site ou même rentrer pendant 3 jours à droite, à gauche, ce qui était assez court. Pendant les 2 parties avant et après, on n'avait pas programmé de récupération. Donc c'était là l'enjeu, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, et puis on est tout le temps dans la régulation, dans l'adaptation, et on essaye réellement d'avoir des réponses individuelles, surtout sur les états de fatigue, et donc sur la récupération, ce qui n'est jamais évident. Alors Nicolas, il y a un suivi au niveau des pulses, au niveau de la saturation, donc ça nous aide beaucoup. Il y a la connaissance des athlètes, et puis il y a la confiance qu'ils ont et la capacité à communiquer pour nous renvoyer aussi leur état de forme. C'est vrai que nous, paradoxalement, à nos épreuves, nos 5 épreuves, des athlètes fatigués vont pouvoir continuer à s'entraîner fort, même en course et natation, voire se surentraîner. Souvent, les signaux, nous, on les voit plus en tir, ou les difficultés de se concentrer, ou en escrime, où les athlètes vont souvent avoir tendance à s'agacer, s'énerver et à ne pas être très efficaces. Donc, le premier enjeu, c'était ça, c'était être capable au niveau du staff de prendre en compte l'individualisation du stage et surtout de la récupération. Je pense que ça, on a réussi à bien le faire. Bon, on avait des athlètes, encore une fois, qui avaient déjà été sensibilisés et il y avait un suivi médical et entre guillemets scientifique qui nous a permis d'être encore plus précis. La deuxième chose, c'est que sur les 2 épreuves énergétiques, on est déjà dans une culture de la polarisation, c'est-à-dire où, et même en natation, pourtant pour ceux qui ont des connaissances un peu énergétiques, l'épreuve du 200 mètres, c'est comme une épreuve très mixte. Mais dans le cadre du pentathlon, encore une fois, je répète bien, dans le cadre du pentathlon, l'entraînement polarisé est très intéressant parce que, c'est-à-dire s'entraîner un gros volume à des intensités basses, au niveau du seuil 1, aérobie, avec des rappels à des intensités hautes, mais j'ai envie de dire sur des rapports de 80%, 20%. Donc ça, c'est déjà une culture qu'on a, nous, en pleine dans l'entraînement en course et natation. Et je crois qu'il est totalement adapté à la problématique de l'altitude. Donc c'est pour ça que nous, l'abord et la gestion de l'altitude se passe plutôt bien, parce que ce travail nous permet de faire un grand volume de travail à des intensités basses, et puis de faire des rappels très très courts sur de la vitesse, alors sur des efforts inférieurs à 30 secondes, et progressivement aller vers des efforts qui vont sur des répétitions jusqu'à 1 minute, et en jouant sur la récupération. Et on a vraiment des réponses très très intéressantes. Voilà. Donc pour finir, parce qu'après je pense que ça sera à la fin les questions-réponses, on a eu un stage qui s'est plutôt globalement bien passé. Alors je dis globalement parce que franchement il n'était pas facile la fin du stage.
Christopher pourra peut-être témoigner, même il est dans ceux que ça s'est peut-être le mieux passé, mais c'est long, 4 semaines, donc on a eu à la fin de la fatigue, il y a eu pas mal de tensions. On a en plus été perturbé par quelques blessures, alors pas liées à la fatigue, ni à la tension, ni à l'altitude, c'était plutôt des accidents et liés directement à l'entraînement d'équitation. Mais en tout cas, la fin du stage n'a pas été toujours facile. Maintenant, cette préparation a été validée par des très très bons résultats, puisqu'on fait 2 médailles individuelles, un titre de vice-champion du monde chez les garçons, une médaille de bronze chez les filles. On fait un titre de champion du monde par équipe chez les garçons et de vice-champion du monde chez les filles. Et accessoirement, mais c'est aussi très important pour nous, un titre de champion du monde en relais chez les garçons et une médaille de bronze en relais mixte. Voilà. Christopher, je te passe le micro. Bonjour à tous. Moi, je vais plus particulièrement vous parler de comment j'ai vécu tout simplement le stage terminal à Font-Romeu. Bien sûr, il y a eu les cures chaque mois pour les cures de rappel d'altitude à la chambre de Roland-Garros. Alors, il faut savoir que quand on va à Font-Romeu quasiment tous les étés, là c'était plus particulier parce qu'on avait les championnats du monde à Mexico, qui étaient en altitude. Les stages sont longs. En fait, c'est long déjà parce qu'on change d'environnement. Hein. Quand on connaît l'INSEP, c'est un très beau cocon, on est bien couvert. Et à Font-Romeu, il y a d'autres filières. Le médical est très bien, mais peut-être pas aussi bien que sur l'INSEP. On vit ensemble aussi parce qu'au sein du pôle, il y a des internes, des externes, on a aussi une vie de famille ou pas. Et là, pendant 4 semaines, on sera vraiment tout le temps ensemble. Malgré qu'on fait un sport individuel, on est tout le temps en équipe et on doit s'aider de l'un et de l'autre pour pouvoir s'améliorer individuellement. Alors comment je l'ai vécu tout simplement, faut savoir qu'à Font-Romeu, la météo change très vite. On ne peut pas courir à l'heure qu'on veut. Et les réactions de chacun et chacune en fonction de l'adaptation d'altitude est différente. Donc, des fois, on court à 4, on court à 6, on court tout seul aussi. Il y en a qui s'entraînent beaucoup plus. C'était assez flexible. Hein. On avait une trame, bien sûr, par rapport aux entraîneurs. On avait une exigence d'être en groupe, surtout sur les épreuves techniques. Tout ce qui est tir, être en confrontation directe avec le groupe. La partie escrime aussi, il fallait être présent tout le temps. Et puis la partie équitation, où là, on devait se méfier parce que ça reste un club d'excellence à Font-Romeu, mais on n'a pas les conditions qu'on a à Paris, parce qu'on a la chance en pentathlon de s'entraîner à la gare républicaine de Vincennes. Donc les chevaux sont très bien tenus, sont beaucoup plus massifs. Et à Font-Romeu, c'était un peu plus délicat. Les chevaux étaient plus ou moins tendance à être comme des chevaux de club. C'est-à-dire, il y a des chevaux où eux, ils n'ont vraiment pas envie de sauter, quoi. C'est surtout d'aller brouter de l'herbe à côté. Donc, on a eu 2-3 accidents, hein, d'ailleurs, via l'équitation. Donc, il fallait à la fois travailler et à la fois faire attention à l'approche de l'échéance, de pas se blesser. Alors après, l'entraîneur parlait aussi de tension entre nous, parce que bien sûr, il y a une échéance à la fin, on va être le meilleur. C'est une tension qu'on devait gérer. C'est-à-dire, sur le moment, par exemple, surtout en escrime, ça se faisait ressentir. Plus les semaines passaient, plus c'était tendu entre nous, déjà sur la performance à l'entraînement, mais surtout sur notre propre ego, quoi. On a envie de montrer qu'on est le meilleur. Il fallait se tenir à avoir une exigence avec soi-même et mettre notre ego de côté, surtout. Et puis quand on avait des phases de récupération, ne pas hésiter à s'isoler et prendre du temps pour soi-même et essayer aussi de se rapprocher un peu plus des familles via le téléphone parce qu'on était un peu assez loin. Et puis quand les entraîneurs nous mettaient en récupération, de bien prendre ce temps-là. Après, que dire à part que c'était intense, ça restait des super stages, mais c'est assez délicat en altitude parce que sur les épreuves techniques, on peut courir et nager de manière insouciante, mais sur les épreuves techniques, c'est là qu'on se fait ressentir plus de fatigue. Pourtant, ça devrait être le contraire. En plaine, c'est beaucoup plus facile, les épreuves techniques, que l'aérobie, par exemple, course natation. Parce qu'on est moins connecté, on est moins oxygéné, et normalement, on est censé être meilleur au bout des 4 semaines d'adaptation. Donc après, il y a eu l'échéance à Mexico, hein, là où on ne se pose plus de questions. Et puis après, on était plus ou moins prêts. Hein. Après, tout à l'heure, il y aura un format de questions-réponses, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur des questions particulières. Et il faudrait vous répondre. Voilà.
Merci Christopher, on va revenir tout à l'heure. Est-ce que je pourrais avoir, avant que Nicolas présente ses travaux, que je puisse passer une vidéo, justement, un petit clip de d'1 minute, qui est justement sur fond romeux, où tu es interviewé en plus. Hein. Début janvier, nous sommes allés au Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu pour s'oxygéner une dizaine de jours. Un lieu dont nous sommes habitués, mais avec une nouveauté. Depuis 3 mois, le CNEA dispose d'une salle hypoxique qui nous permet de prendre encore plus de hauteur. Idéal pour préparer les championnats du monde de Mexico en septembre prochain. Donc on va un petit peu plus haut qu'au Mexique, mais l'idée c'est de rester sur des intensités basses pour vraiment le corps s'acclimate et qu'à 2250 mètres, là où sera la compétition, on soit comme si on était au niveau de la mer. Et toute la semaine, on a travaillé ces allures de course en faisant des petits intervalles sur le premier seuil ventilatoire. Et puis aujourd'hui, on essaye de confirmer cette allure de course sur des 8 minutes. S'entraîner à une telle altitude demande un temps d'adaptation plus ou moins long et peut s'avérer difficile. Ça commence à s'adapter. Plus l'échauffement, c'était difficile. Mais là ça va de mieux en mieux. Il est prévu qu'on revienne plusieurs fois au cours de l'année pour profiter des bienfaits de la salle en vue des championnats du monde. Et le dernier avantage, c'est qu'on reste au chaud, mais toujours avec une vue imprenable. Donc, bonjour à tous et merci de me donner la possibilité de témoigner sur cette belle expérience. Donc, pour démarrer, en fait, c'est une stratégie qui a été planifiée déjà depuis 1 an. Quand Jean-Pierre m'a parlé on a de suite travaillé déjà sur la finalisation du projet de la salle d'entraînement hypoxique. L'équipe du CREP s'est mis vraiment au travail pour qu'elle soit pas prête en janvier pour ce fameux stage de 2 semaines. Donc là, à partir de janvier, on a une stratégie à 8 mois donc, qui est partie d'un stage de type Live in High, Train High. Donc on vit et on s'entraîne en altitude. Et je décris après toutes les étapes de ces 8 mois. On a eu, comme le disait Jean-Pierre, des expositions intermittentes à l'hypoxie au centre de Roland-Garros, au centre d'entraînement, qui ont permis de maintenir de la stimulation hypoxique dans l'entraînement. Et un dernier stage terminal à Font-Romeu qui a duré de 4 à 5 semaines pour certains athlètes, qui étaient venus un peu en anticiper. Pareil, Lean High, Train High, c'est-à-dire avec des altitudes vraiment plus hautes que celles de Font-Romeu, en ambiance simulée. Le tout pour aller vers une performance de vivre en altitude et de perfer en altitude. Voilà. La prochaine slide. Donc on est sur des objectifs forcément au mois de janvier de familiariser l'hypoxique naturel et simulé. Simulé était tout nouveau pour ces athlètes à ces altitudes, donc on est allé progressivement dans les altitudes, on est passé à 2300 mètres, 2800, puis 3000 mètres. L'objectif était vraiment de travailler sur cette altitude à 3000 mètres. On a travaillé la capacité à la fois sur le milieu naturel, sur une première semaine de montagne, qui ont fait de la marche, de la raquette, et puis la seconde semaine, ils ont fait de la natation et de la course à pied en salle hypoxique. Le deuxième enjeu, c'était de monitorer des nuits à 2100 mètres. C'était le plus haut que je pouvais simuler en naturel ici. Donc, on a prélevé des paramètres de saturation et de fréquence cardiaque nocturne. Donc, ça m'a permis de donner des profils, des tendances par athlète pour après anticiper certaines périodes d'acclimatation. Le dernier enjeu, c'était le calibrage de séance aérobie au premier seuil, donc déterminer des allures de course au premier seuil à 3000 mètres, avec des temps de travail et des références en termes de fréquence cardiaque et saturation sur la salle hypoxique. Donc là, quatrième slide. Donc, l'enjeu, je vous l'ai dit, c'était monitorer des nuits à 2100 mètres. Donc, sur ces nuits, à identifier un athlète n'a pas été terminal. Mais s'il avait été dans la sélection terminale, on aurait dû avoir un regard particulier sur le temps d'acclimatation et sur les intensités de travail en altitude. Donc, cette personne avait une désaturation assez importante, il était à 88% en nocturne et donc avec une fréquence cardiaque qui était très élevée par rapport à la normale. Donc,
c'est une personne qui réagissait assez fort à l'altitude. Le reste du groupe avait quand même une tendance à la norme, donc en 88-93 de saturation en oxygène. Le stage, dans les 5 jours, une remise à la normale de ces valeurs par rapport à voilà, une remontée de ce qui est la chose la plus importante et l'enjeu qui est assez fort pour les individualisations nécessaires, donc bien comprendre le fonctionnement de ce groupe et de chaque athlète, au moins être en capacité de m'insérer dans la programmation de séances, puisque je les ai accompagnés sur les séances hypoxiques, sur la programmation des séances. Donc il fallait bien que je comprenne comment fonctionnait chaque athlète et quelle était la charge capable d'encaisser. Donc sur le calibrage des séances au premier seuil en hypoxie, je suis parti tout simplement de la fréquence cardiaque du premier seuil testé à l'INSEP sur les tests d'effort qui avaient été faits en décembre. Là, sur cette expérience, j'ai dû quand même réajuster les allures de course sur tapis en fonction de la réponse de la saturation et de la fréquence cardiaque à l'effort. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure de graphes. L'idée, c'était vraiment, on part du premier seuil en basse altitude et on réajuste après en hypoxie. Donc, si on peut passer sur la slide suivante, après on reviendra. Donc, sur la slide suivante, en anticipation, un petit tableau, on sait que la réduction de la V2 de l'ordre de 6 à 8% par élévation de 1000 mètres. Donc, je m'étais fait un petit tableau. Alors, certes, c'est la VO2 max. On parle de la SV1. Mais bon, j'avais la SV1, la réduction de l'allure de course à SV1. Donc, je suis parti de la VO2 max. Donc, j'ai fait ce petit tableau en me disant, tiens, la réduction de vitesse, elle va s'appliquer de 14 pneus et puis presque 20% à 3000 mètres. Ce tableau, il n'est pas complètement faux, mais il n'est pas juste. Donc, j'ai dû réadapter ce tableau et sur des cas concrets et en permanence réajuster. Si on peut revenir sur la slide précédente. Donc sur les types de séances, en fait, on a fait le choix de rester au premier seuil, déjà pour améliorer la capacité aérobie des athlètes à ces altitudes, pour engendrer aussi le moins de fatigue possible sur ces séances, avoir les meilleures adaptations possibles. Donc on a fait le choix de faire des intervalles de course au premier seuil et sous le premier seuil. Donc un exemple, c'était des 8 minutes courus au premier seuil, sous le premier seuil, sur 1 heure par exemple. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que sur ces séances, il n'y avait pas de dérive cardiaque sur la séance, il y a une stabilisation des paramètres cardiaques et une stabilisation de la saturation de l'ordre de 400 de SAO2. Donc ça, c'était notre cible, disons, à atteindre sur la salle. Le slide suivante. Sur les 2 stages menés, les 2 mini-stages menés à Roland-Garros, l'intérêt était vraiment de maintenir une stimulation hypoxique pendant les 2 périodes de Living High, Train High. Donc après, on a fait ça parce que c'était du bon sens. On s'est dit c'est du bon sens, ça avait été jamais fait, donc pourquoi pas essayer. Donc aussi, il faut croire en ce qu'on fait dans l'entraînement, donc puis communiquer ça aux athlètes pour qu'ils prennent confiance. Donc on a fait ces deux stages avec un objectif de travail au premier seuil. Il y a eu des leçons d'escrime données dedans pour aussi se donner une petite impression du travail en escrime en hypoxie. Et l'idée, c'est aussi d'introduire des répétitions de sprint en hypoxie. Donc, ces répétitions de sprint qui devaient nous permettre à améliorer le maintien de l'intensité et la répétition d'intensité en hypoxie. Donc, la répétition d'épreuves en altitude, mais aussi être capable d'améliorer, d'être meilleur sur ce dernier 800 mètres dans le combiné, par exemple. Donc là, c'était une stratégie d'accoutumance à ce travail de sprint. Donc, ce qu'on a fait. Donc là, je vous montre 2 graphes. C'est
c'est Christopher et Valentin qui ont sur des séances au premier seuil. Donc on voit bien 8 minutes, fréquence cardiaque, une stabilisation de la fréquence cardiaque sur la séance avec des SAO2 qui, pour Valentin, sont plus vers la cible que Christopher. Mais en fait, Christopher, ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on reprenait un travail hypoxique, il désaturait beaucoup dès les 2 premières séances et après, il revenait à des normes acceptables. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trop de réponse sur cette désaturation plus importante chez certains que chez d'autres. On sait juste que certains athlètes à forte VO2 max vont avoir plus de consommation d'oxygène, disons, au niveau périphérique, donc qui ferait qu'ils pourraient... Pour l'instant, je n'ai pas trop de données sur ces individualités. On regarde la slide suivante. Donc là, c'est le travail en répétition de sprint qui a été réalisé dès le mois de mai. Par exemple, on faisait 3 séries de 5 fois 15 secondes. C'est un travail non métabolique, puisqu'on met pas mal de récupération, 45 secondes de récupération, ce qui permet aux athlètes de rester dans une qualité de course intéressante. On était aussi sur un tapis motorisé, donc la quantité de force nécessaire à faire tourner le tapis était assez faible, mais bon, l'effort était bien là. Mais si on utilisait un tapis incurvé, par exemple, on peut avoir des niveaux de force plus importants. Donc là, rentrer dans des choses un petit peu plus métaboliques. Aux athlètes, la sensation de trouver une bonne sensation de course sur un tapis, c'est pas évident quand on l'a jamais fait. Donc voilà, c'est déjà une accoutumance à l'outil. Le petit graphe que je vous ai mis, c'est une représentation simplement d'une séance de répétition de sprint avec un capteur de puissance. Donc on a la phase d'échauffement, la phase de test sur le sprint et les 3 séries de 5 fois 15 secondes ou 10 secondes, donc ça c'est possible, de sprint. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer un peu comment on peut l'utiliser avec des capteurs de puissance. Si on passe sur la suivante, la slide suivante. Donc là, on est à Font-Romeu, donc on est en août, 4 à 5 semaines, 2 séances hypoxiques avec les athlètes. Alors, forcément, ces 2 séances, elles sont planifiées avec les entraîneurs et insérées dans la programmation. Nous, moi, j'ajuste ma charge d'entraînement en fonction au quotidien des retours des entraîneurs. Forcément, on a été amené à adapter, réguler, changer complètement la planification pour une athlète. Voilà, donc ça, c'est la normale de l'entraînement. L'objectif de ce stage terminal, c'était de permettre une bonne acclimatation déjà progressive à l'altitude pour qu'on arrive 5 semaines ou 4 semaines plus tard à une bonne acclimatation et une bonne installation à Mexico. L'enjeu suivant, c'était sur la course, les faire courir vite, avoir une petite longueur d'avance par rapport aux autres nations. Et sur la natation, pourquoi pas imaginer des transferts aussi, puisqu'on travaillait sur la capacité aérobie. L'intérêt aussi par rapport au combiné, c'était de maintenir de la lucidité à l'effort dans les transitions de course. Si vous courez en hypoxie aiguë, c'est-à-dire vous arrivez, vous courez à 2300 mètres, comme certaines nations l'ont fait, forcément, vous allez avoir une perte de lucidité et des problématiques, je pense, au niveau du tir. L'objectif aussi de cette acclimatation, c'était de les aider à enchaîner des efforts à la fois sur une journée, mais à la fois aussi sur plusieurs. Il y a certains qui ont fait plusieurs épreuves, donc il fallait être performant plusieurs jours de suite et bien s'assurer d'une bonne récupération, d'un sommeil de qualité, une bonne hydratation. Donc ça, c'était plutôt des conseils donnés aux athlètes sur des niveaux de vigilance par rapport à la gestion de sa vie, en fait. Si on passe à la prochaine slide, donc là j'ai essayé de vous représenter 4 semaines de stage. Première semaine de stage, on n'a pas fait de situation hypoxique simulée. On était juste à 1800 mètres. Il y a eu un entraînement progressif mené par le staff avec les athlètes. On a démarré les stimulations hypoxiques à partir de la 2e semaine avec 2 séances différentes.
espacés de plus de 48 heures. Donc on faisait ça lundi, jeudi, mardi, vendredi. Donc ça permettait d'avoir 2 groupes qui permettaient d'avoir assez de récupération. Donc une séance au premier seuil et une séance de répétition de on a répété la dernière semaine. On a positionné une séance de combiné. C'était un test à 2300 mètres. Avec une augmentation, on a ouvert la récupération pour s'assurer de ne pas amener trop de fatigue. C'était la première fois qu'on le faisait aussi, donc on a pris des précautions. Et une séance de répétition de sprint plutôt aménagée, avec beaucoup de récupération. On était vraiment sur de la qualité de course pour maintenir voilà, des stimulations nerveuses vraiment sur la qualité de course. Donc on était là, par contre, sur des hautes vitesses, on était à 23-25 km/h pour certains athlètes. L'ensemble de cette programmation, elle s'est réalisée avec aussi un travail de maintien des qualités de force, vitesse et de pied, de gamme technique en athlétisme mené par Stéphane Caristan. Donc là, ça a été une plus-value aussi parce que quand on passe autant de temps en altitude, il faut garantir aussi le maintien des qualités de vitesse, surtout quand on prend beaucoup de volume d'entraînement pendant ces stages. Si on passe sur la slide suivante, j'ai essayé de vous représenter une séance de RSH. Donc, par exemple, c'est une séance de RSH en 15-30. On peut voir que les niveaux de saturation atteints sont assez importants. Au bout, on peut arriver jusqu'à les 77-76% de saturation, avec des fréquences cardiaques qui peuvent atteindre assez rapidement les valeurs de VO2 max. Donc, de RSH nous ont permis quand même d'aller chercher sur de la capacité à répéter des intensités fortes, mais aussi est allé chercher des intensités du VO2. Donc, c'était pas nécessaire dans l'entraînement d'aller chercher des séances de VMA qui auraient amené plus de fatigue. Donc, cet entraînement polarisé que parlait Jean-Pierre tout à l'heure, on a réussi à le mettre en place grâce à un volume en capacité aérobie et des RSH sur la haute intensité. Sur la stratégie de départ à Mexico, donc là c'est la slide suivante. Jean-Pierre il en a parlé tout à l'heure. Donc on a eu un stage de 4 semaines avec 2 jours de niveau de la mer, disons en altitude basse, et puis un départ pour les championnats du monde. Donc, cette stratégie c'est une stratégie immédiate, donc pour garder le bénéfice du travail réalisé sur l'acclimatation. Les athlètes sont partis assez rapidement. Certaines fois, on peut faire ça plus court, directement après le stage partir, mais là, il y avait un besoin de repasser dans les familles, et c'est normal. Donc là, certaines nations ont fait plus long, hein. Les Anglais ont pris plus de temps, je crois qu'ils ont pris 8 à 10 jours, donc ça, c'était leur stratégie. Et donc, après à Mexico, il a fallu repasser par une phase d'acclimatation, déjà parce que quelques jours de redescente, et aussi 450 mètres de plus sur le lieu de compétition. Donc, la première semaine, elle était importante pour restabiliser, s'acclimater et reprendre bien ses sensations sur l'altitude. Pour terminer, on va passer aux questions si vous en avez. Sur Storyfit et en général sur l'entraînement en altitude, à mon sens, il faut donner plus de choses aux athlètes. Je pense que souvent, je vois beaucoup d'équipes et parce qu'on a envie de les faire. Et je pense qu'une part de la réussite de cette équipe, c'est qu'elle a compris pourquoi elle travaillait. Et donc, elle a compris pourquoi il y a de l'individualisation de charge. Pourquoi il était nécessaire de suivre des paramètres physiologiques, parce que forcément c'est lié à l'individualisation et à l'adaptation des charges. Pourquoi les allures étaient réduites. Je me rappelle le stage de Jean-Pierre, quand j'ai mis le frein à main à tout le monde sur course, les gens ne comprenaient pas, mais ils ont vu très vite au retour en plaine que forcément ça ne limitait pas leur performance. Donc ça c'était assez intéressant. Puis après, donner du sens à la notion d'hydratation, de nutrition, de sommeil, de récupération, et comme on peut le faire en basse altitude.
Le dernier point, c'était leur faire comprendre la stratégie de préparation. 4 semaines de préparation, c'est long. Pourquoi on le fait? Et puis, pourquoi on part directement et pourquoi on ne se laisse pas plus de temps? Donc, voilà, le sens attribué à ce qu'on fait, à un moment donné, est porteur de performance. Voilà, je pense. Écoutez, je vous remercie. Bravo les artistes, merci Nicolas pour ce brillant exposé. On va enchaîner avec Franck. Et ensuite, on passera, donc on est dans les temps, on est bien calé, donc Franck va intervenir. Tu restes avec nous, bien évidemment. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Voilà. Merci Nicolas. Merci. Bonjour à tous. Donc on a pas mal parlé d'hypoxie, donc d'altitude. J'aurais pu surenchérir, puisque c'est quand même mon topic de recherche de prédilection. Mais comme on parle de stress environnemental, j'ai aussi pris le parti de parler donc de chaleur. J'aurais pu aussi vous parler du froid. Malheureusement, le froid, pour améliorer la performance ou pour performer en conditions froides, il y a très peu de littérature scientifique sur le sujet, très peu de moyens d'entraînement en conditions froides. Du coup, j'ai vraiment pris le parti des conditions chaudes et vous verrez sur la fin, parce qu'on a des perspectives de développement peut-être pour le futur en prévision des différentes compétitions. Donc pour rebondir sur ce qui a été dit, il est très important que vous ayez conscience qu'il y a énormément de compétitions qui se passent soit en altitude, soit en conditions chaudes. Donc sur l'ensemble, moi je viens des sports collectifs, sur l'ensemble des Coupes du Monde, il y a au moins 8 Coupes du Monde qui ont eu lieu en altitude. Donc c'est quand même très courant, donc il y a vraiment un intérêt à se préparer pour des compétitions de ce genre. Et la chaleur, vous vous en doutez bien avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus courant également, et dans la perspective des Jeux de Tokyo, ça a une importance fondamentale. Donc si je prends l'exemple des sports collectifs, la chaleur, donc on considère un environnement chaud au-delà de 30 degrés, on va avoir donc une augmentation de la température centrale et périphérique, d'accord, donc au niveau du cerveau ou des muscles, et un peu comme l'hypoxie, donc on a des gains en fait sur les efforts explosifs. Donc là, vous pouvez le voir, une amélioration de la vitesse maximale de sprint, et c'est lié en fait à l'amélioration de la contractilité musculaire qui est liée à la chaleur de l'organisme. A l'inverse, tous les efforts donc répétés, intermittents et de longue durée vont être impactés par le stress environnemental, que ce soit l'hypoxie ou la chaleur. D'accord, donc là vous avez un exemple sur l'histogramme avec des performances en conditions donc en noir, conditions contrôle, donc thermoneutre, et puis en conditions en blanc, conditions chaudes. Donc vous voyez bien une altération entre la distance donc parcourue au cours d'un match, sur un match total, sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Donc si vous voulez plus d'infos sur ça, on a écrit une revue littéraire sur les efforts de sprint, donc sprint simple, répétition de sprint, sprint intermittent, donc avec Olivier Girard. Et l'autre histogramme que vous avez donc sur la droite rend compte des altérations de performance en fonction, donc quand c'est performé en conditions chaudes, en fonction des disciplines. Donc le 100 mètres à gauche et le marathon complètement à droite. Tout ce qui est au-dessus de l'axe 0, donc l'axe des abscisses, on est plus rapide et vous voyez bien qu'il y a un décrément, on est impacté donc, par le stress environnemental au fur et à mesure que les distances de course ou les durées d'effort vont être plus longues. Voilà, donc très rapidement sur les mécanismes, quand on est contraint en fait à un stress environnemental, donc un stress thermique, on va d'abord, vous l'avez au milieu, une production de chaleur qui est liée à l'exercice. Donc là, on dépense, on active nos muscles, donc on dépense de la chaleur, on crée de la chaleur. Et l'environnement aussi va impacter et venir en fait ajouter ce stress donc thermique sur l'organisme, donc via le soleil, mais aussi via la convection, d'accord? Et puis vous allez avoir donc une augmentation de ce stress thermique et vous avez donc la nécessité de devoir le dissiper par différents moyens, donc l'évaporation, la convection, la radiation. Moyen. Donc, pour faire simple, s'il y a thermorégulation, donc on augmente les risques d'être fatigué sur un exercice. Donc très rapidement, tout ça dépend du sexe, du niveau d'endurance, de la masse corporelle des sujets ou des athlètes. Et donc si
pour lutter contre la fatigue, on se rend compte, donc, dans ces conditions, que tout est lié donc, à la température centrale et périphérique. Et l'impact majeur est sur les capacités cardio-respiratoires. D'accord? Donc, c'est les deux systèmes les plus impactés, en fait, lorsqu'on a à faire un exercice en conditions chaudes. Donc là, très simplement, vous avez le consensus qui a été écrit par Seb Racinet, qui est chercheur associé ici à l'INSEP. C'est très simple, il faut impérativement s'acclimater avant de performer en conditions chaudes, comme il est impératif de s'acclimater avant de faire des compétitions en altitude. Donc là, vous avez très rapidement les différents moyens de s'acclimater. Donc en anglais, on a deux termes, acclimatation, acclimation. Donc l'acclimatation, nous on n'a qu'un seul terme en français. L'acclimatation, donc en anglais, c'est tout ce qui est en conditions naturelles. D'accord? Et l'acclimation, c'est tout ce qui est en conditions simulées, donc conditions de laboratoire. Et vous le voyez, vous pouvez faire donc soit un travail d'exercice, donc à son propre rythme, à exercice donc fixe, allure constante, soit une exposition passive, ou bien encore ce qu'on appelle le contrôle hyperthermique. Là, on va jouer sur un niveau en fait, de température centrale voulu. Et à l'inverse, la dernière méthode, c'est on cherche un niveau d'intensité à contrôler pour induire les réponses. Donc là, vous avez certains exemples, mais tout est lié en fait aux différentes activités. On essaye d'être le plus proche des activités. Donc, le continuum des procédés d'acclimatation, vous l'avez sur la figure, vous voyez en moyenne. Donc là, vous avez la performance en conditions thermoneutres en bleu et en rouge, dès le premier jour en conditions chaudes, l'impact sur la puissance produite, donc sur un time trial. D'accord ? Et on peut s'acclimater de différentes façons, donc avec des délais très courts, inférieurs à 7 jours, des délais moyens entre 8 et 14 jours, et des délais beaucoup plus longs, donc supérieurs à 2 semaines. Et si vous le voyez sur cette courbe, voilà, donc dès le premier jour, on a vraiment un impact sur la performance, comme je vous l'ai dit avant. Après une semaine, la performance remonte progressivement. Et après 2 semaines, on est quasiment au niveau de performance qu'on avait en conditions neutres. Donc là, je tiens à le noter, parce que ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas performer, par exemple en hypoxie, on ne retrouvera jamais le niveau de performance du niveau de la mer. D'accord ? On va s'améliorer, mais on ne pourra pas trouver ce niveau de performance. Quand on a à faire une compétition en altitude, à l'inverse, en conditions chaudes, on peut se préparer et être capable de réaliser quasi les mêmes performances. Donc une acclimatation qui est active, qui sera beaucoup plus efficace qu'une acclimatation passive, une acclimatation artificielle qui l'est un peu moins qu'une acclimatation naturelle. Et la combinaison pourrait être optimale. Ça, c'est une perspective de recherche. Voilà. Donc les effets de l'acclimatation, voilà, escomptés au fil des jours. Donc là, on a un exemple moyen sur 15 jours. On va chercher à augmenter donc, la sudation, diminuer la température donc, corporelle, mais aussi donc, de la peau, mais aussi centrale. Le facteur principal, c'est l'augmentation en fait, du volume plasmatique pour un meilleur transport d'oxygène et donc une diminution de la fréquence cardiaque, une amélioration du volume systolique. On a un point important, c'est pareil pour l'hypoxie. On a une amélioration en fait, donc, du confort thermique. En hypoxie, bien évidemment, ce n'est pas le confort thermique, mais on s'est rendu compte sur des études, en particulier sur une étude qu'on avait faite avec du RSH, que la première séance est très stressante, mais l'organisme s'adapte très vite et donc dès la deuxième séance, on tolère très très bien ce type de stress. Et enfin, résultat final, avec toutes ces adaptations physiologiques, on améliore donc la capacité d'exercice. Donc là, vous avez des résultats, peut-être un peu tordus pour vous, c'est une méta-analyse. Très rapidement, c'était juste pour vous montrer qu'en fonction des 3 types d'acclimatation, donc à court terme, moyen terme ou long terme, on se rend compte que les effets les plus importants sont toujours en faveur de l'acclimatation la plus longue. Donc ça, gardez bien en tête que c'est l'acclimatation la plus longue qui sera toujours la plus bénéfique, même si on peut, pour des raisons de contraintes, de préparation ou de temps ou financière, on peut en juste quelques jours s'acclimater à conditions chaudes. Donc voilà, donc là je vous l'avais mis un des
un des moyens précis, voilà, 14 jours minimum pour avoir une réponse sur la sudation. Toujours la durée la plus longue pour avoir les gains les meilleurs. Et enfin, l'exercice intensité qui doit toujours être monitoré. C'est ce qu'a dit Nicolas. C'est la même chose sur tous les stress environnementaux. En fait, il faut vraiment monitorer les réponses, à la fois en termes d'exercice, mais aussi de réponse au stress environnemental sur lequel les athlètes sont sollicités. Et ça, c'est très compliqué, puisque justement, on peut très bien répondre à un stress environnemental, et la réponse peut devenir différente avec l'ajout d'un exercice, en particulier s'il est intense. Donc voilà, donc quelques recommandations très simples. Donc on fait de l'acclimatation longue de préférence par rapport à l'acclimatation moyenne ou à court terme. On va toujours se préparer, oui, désolé, c'est encore en anglais. On va toujours se préparer pour les cas, en fait, les cas les plus, comment traduire, les conditions les plus extrêmes, les plus terribles, voilà, merci, et non pas espérer les meilleures conditions. Donc on va s'acclimater en conditions naturelles plutôt qu'en conditions simulées. On va chercher à être le plus spécifique de l'activité. Donc là, je ne vous ai pas donné d'exemple, mais dans chaque activité, être le plus proche de ce qui se réalise. Un peu comme ce qui a été mis en place avec l'hypoxie, donc le pentathlon. On cherchera avec donc l'acclimatation à la chaleur à faire ça très tôt en début de saison pour voir justement les réponses individuelles, et aussi à faire des piqûres de rappel. C'était une démarche, donc j'avais participé aussi au conseil pour la mise en place du protocole hypoxique, mais c'est une idée qu'on a, ça n'a jamais encore été prouvé scientifiquement, mais l'idée de faire ces piqûres de rappel pour diminuer les phases d'acclimatation et aussi améliorer les réponses des organismes des athlètes. Une réinduction donc de l'acclimatation plutôt que de l'acclimatation toute seule, c'est-à-dire donc ces fameuses piqûres de rappel ou ces camps qui vont suivre permettent de se réajuster beaucoup plus vite. Un travail actif plutôt que passif, et puis une progression donc, du stress thermique ou de l'impulse thermique, c'est-à-dire qu'on va progressivement en fait, aller vers le stress de la compétition. Donc on peut commencer à 30 degrés, monter si la compétition aura lieu à 35 degrés, monter progressivement à 35 degrés, rajouter au fil du stage l'humidité s'il y a de l'humidité, etc., etc. Et les autres points donc, qui sont d'importance aussi, donc c'est modéliser en fait les déclins en fait, liés à l'acclimatation. Donc un peu comme l'hypoxie, vous allez avoir en moyenne une fenêtre. Donc c'est un peu empirique parce qu'il y a très peu de littérature scientifique qui ont fait des tests sur du long cours après ce type de camp. Mais en général, voilà, on a une fenêtre de 3 semaines, en tout cas pour la chaleur, 3 à 4 semaines pour l'hypoxie, en fonction du type d'entraînement réalisé dans ce stress-là. Donc on va monitorer, donc, en hypoxie, c'est la saturation en oxygène. Ici, pour la chaleur, on va monitorer donc, la température centrale. Donc maintenant, c'est facilement réalisable. On a des thermomètres ingestibles. Donc on peut les donner aux athlètes sur des camps. Ça s'est fait là. Il y a une étude qui a été faite par des collègues d'Aspetar qui ont accompagné les équipes de rugby à 7 féminins. Donc pas l'équipe de France, là c'était un autre collègue qui est parti. Je pense que c'était avec l'Australie. Et donc il y a eu un suivi des joueurs sur tout le camp, toute la compétition, avec ingestion des pilules. Donc important de monitorer justement pour voir s'il y a des acclimatations en fait, sur la température centrale. On peut utiliser d'autres facteurs physiologiques, ça ne pose pas de souci. Et puis, toujours cet entraînement un peu, je dirais, invisible en fait. Donc, bien sûr, le sommeil, mais voilà, être bien hydraté et être sûr qu'on est dans les meilleures dispositions pour performer, sinon ça peut vraiment impacter. Un point aussi sur lequel je vais revenir, c'est l'importance aussi de la polarisation pour beaucoup de disciplines. Je pense que ça a vraiment un impact majeur sur la réussite de telles programmations. Donc là, c'est juste quelques exemples que j'avais préparés à l'époque. C'était l'an dernier pour les entraîneurs nationaux ou les DTN. Voilà, donc c'est quelques exemples d'acclimatation. Donc ça reprend ce qu'on a vu auparavant en fonction des disciplines. Donc voilà, donc soit de longue durée et intense, donc VTT, triathlon, etc., hockey sur gazon, 14 à 21 jours, 14 jours sur des durées plus courtes. Et en fait, plus les efforts vont être courts, plus les acclimatations pourront être légèrement inférieures. Voilà. Type d'intensité en fonction
du travail. Donc ça va de l'intensité très faible à du travail de sprint. Et tout récemment, ça devait être lancé ici. Finalement, c'est lancé par des collègues en Australie. On a ce qu'on avait appelé le RSH au carré. C'est la comparaison de la répétition de sprint en hypoxie versus la répétition de sprint en conditions chaudes pour voir quelle méthode serait la plus intéressante. Donc voilà, donc si je m'arrêtais là, en fait, je vous aurais tout dit en termes d'acclimatation. Malheureusement, on a pu constater donc, sur les observations faites sur des championnats du monde d'athlétisme que seulement 13% des athlètes d'endurance utilisaient en fait ce type d'acclimatation, donc ce type de méthode. Donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser aux autres? Voilà. Il nous reste donc les stratégies de refroidissement. Donc, je vais faire très vite, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes, mais voilà. Donc, c'est l'utilisation de chambres spécifiques, de bains froids, de vestes, donc de cooling vest. On en a ici à l'INSEP, donc qui permettent de réfrigérer l'organisme. Et puis aussi des processus d'ingestion de glace pilée. Voilà. Et ça peut se faire à différents timings, donc soit avant la compétition ou l'entraînement, soit directement pendant, ou éventuellement après. Mais là, on est dans le cadre de la récupération, donc j'en parlerai pas. Et vous avez, en fonction du type d'effort, donc effort prolongé ou effort répété, des effets. Donc vous voyez sur les deux graphes, c'est en bleu clair, une diminution, donc soit sur la température centrale, ou alors en haut, vous allez avoir une amélioration avec le cooling, donc de la puissance produite pendant l'exercice. Toujours une méta-analyse. Donc là, c'est pour montrer que les méthodes mixtes qui permettent de combiner, par exemple, bain froid et puis d'utiliser aussi les vestes ou l'ingestion de glace pilée sont les méthodes qui marchent le mieux plutôt qu'une de certaines méthodes isolées. Et enfin, un mot, parce que c'est une étude qui avait été faite ici à l'INSEP par Cyril Schmidt, qui était doctorant, sur la possibilité, en fait, de combiner le pré-cooling, donc avant l'effort, et puis la climatisation à la chaleur. Et là, vous pouvez le lire, voilà. Contrairement à leurs hypothèses, en fait, le fait de combiner le pré-cooling à l'acclimatation n'induit pas, en fait, de bénéfices supplémentaires. Il y a une autre étude qui a montré le même genre de conclusion sur d'autres types d'athlètes. Un dernier point, ou avant-dernier point, concernant donc ce type de procédé de refroidissement pendant l'effort. Donc vous le voyez sur la photo, ça se voit depuis des années, le Tour de France dans les années 60 où les spectateurs jetaient de l'eau. Voilà, il y aurait un intérêt en fait à utiliser ces procédés pour des questions de perception de la douleur ou même de la fatigue, puisque les athlètes sont plus tolérants à la douleur et ils sont donc plus sensibles. Et le fait de performer justement et d'utiliser ces procédés permet donc de réguler la perception du stress thermique. Un autre point, l'échauffement, bien évidemment. Si vous êtes en conditions chaudes, il vous faut impérativement adapter l'échauffement. Donc là, vous avez ce tableau qui montre bien l'ensemble en fonction des disciplines. Donc effort très intense, effort intermittent ou effort long. Et puis en noir, vous avez soit l'environnement, donc cool, tempéré, versus conditions chaudes. Et vous voyez qu'en fonction du type d'effort, donc bien sûr, là ça a été développé par Sébrassinet également, vous avez différentes phases de l'échauffement. Et en fonction des phases de l'échauffement, on va moduler la durée et puis diminuer ou voire modifier les contenus en fonction de l'épreuve à préparer. Voilà. J'avais des choses sur l'hypoxie, mais c'est peut-être pas nécessaire, hein, parce que ça va être long. Hein, ouais. Donc je passe. Tac. Et voilà, les juste deux dernières slides, c'est ce que je vous avais dit un peu en préambule. L'intérêt en fait des deux stress, pour ça que je vous ai parlé un peu de la chaleur, c'est qu'il y a maintenant des études qui ont montré ce qu'on appelle la tolérance croisée entre les deux stress. Donc ça a été fait sur l'animal, ça commence à être fait sur l'être humain. On pourrait gagner du temps en termes d'optimisation de la performance et surtout parce qu'il y a des mécanismes qui seraient communs, donc tels que certains facteurs moléculaires, je vous ai mis IF1 alpha, mais aussi le volume plasmatique, l'efficience cardiaque qui sont communs aux deux stress. Voilà, un autre
exemple de graphe, et vous le voyez, vous avez aussi Hitchcock protéine, donc qui est un des marqueurs, voilà, qui est commun en fait aux deux stress. Donc on pourrait induire des réponses physiologiques, des adaptations, certainement, soit en travaillant sur un stress pour en faire bénéficier l'autre, ou alors éventuellement en les combinant. Donc on a commencé, il y a des études qui ont eu lieu, on a commencé à combiner, mais là toute la difficulté est de trouver le bon stress, que ce soit en termes d'entraînement, de niveau d'exercice, en fait, de difficulté d'exercice, mais aussi de stress environnemental. Donc là, par exemple, je reprends ce qui a été fait avec Nicolas. La RSH, nous, on l'a démontré, donc je ne vous ai pas montré, c'est certains de mes travaux, on a démontré que ça se faisait de façon optimale à 3000 mètres, ils l'ont fait à 3500 mètres, mais l'exercice est différent, on faisait des exercices beaucoup plus intenses, vraiment du sprint. Donc il se peut qu'à 3500, ça marche très bien sur des efforts différents. À l'inverse, nous, on a fait une manip l'année dernière avec le rugby français féminin à 7, donc à Doha, où là, on a pris le pari de faire donc, des répétitions de sprint très intenses à 5000 mètres pour booster encore plus. Et les résultats, c'est on a fini le traitement et c'est pas si concluant que ça. Donc il y a des effets secondaires, il y avait beaucoup de séances de rugby, il y a certaines explications possibles, mais finalement, c'est ça, toute la nuance, c'est dans le dosage d'un stress et de l'autre, enfin donc du stress environnemental, mais aussi du stress d'entraînement, pour trouver les meilleures réponses. J'en ai fini. Voilà, je vous remercie. Donc on a 2 micros de chaque côté, donc n'hésitez pas à intervenir. Toute question est intéressante et on est à votre écoute et prêt pour vous répondre. Merci. Bonjour, Clément Massico, étudiant en Master 2. Alors j'ai une petite question sur la stratégie qu'a utilisé le pentathlon par rapport au nombre de jours avant l'échéance. C'est-à-dire on connaît la littérature sur s'entraîner en haut, combien de temps on va mettre avant de faire la compétition en pleine. Ça, c'est assez connu. Maintenant, est-ce qu'il y en a aussi dans le sens opposé, plutôt de s'entraîner en haut? Et combien de temps on va aller vraiment sur le site? Est-ce qu'on continue là, vous aviez fait une pause de 3 jours, il me semble. Est-ce qu'il ne faut pas en faire? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature, il me semble, de ce côté-là? Si vous pouvez nous éclairer. Moi, je peux commencer à répondre, et puis Nicolas, il amènera plus la réponse scientifique. Nous, on a vraiment assuré le coup. Donc, c'est-à-dire qu'on était plutôt, je crois que de façon générale, l'adaptation en altitude par rapport au renouvellement des globules rouges, on parle souvent de 3 semaines. Là, on a assuré le coup avec 4 semaines pour pouvoir justement être très progressif sur la première semaine. Après, je ne sais pas si vraiment ça a changé grand-chose, puisque nous, on avait des étrangers avec nous qui avaient des stratégies sensiblement différentes, à une semaine près, avec des résultats, on va dire, on a commencé à regarder, donc on n'a pas été dans le détail, mais en l'occurrence, les Anglais, Nicolas parlait des Anglais, ils ont fait que 3 semaines de stage, nous on en a fait 4. Ils ont fait une coupure en pleine d'une semaine et ils sont retournés en altitude. Bon, c'est un Anglais qui est champion du monde, donc on va dire que dans tous les cas, ça a été validé également. Le choix également des 3 jours au milieu, c'était pas un problème d'altitude. Encore une fois, on arrivait nous à banaliser. Donc l'altitude, une fois qu'on avait assuré le coup au niveau de la durée, qu'on assurait le coup au niveau des intensités, on n'a pas pris de risque. Après, on a géré aussi la durée comme un stage normal. On savait que la longueur était longue, une coupure au milieu, je pense qu'elle était très importante. Et puis surtout, ça nous permettait après, dans les 2 blocs avant et après, de ne pas programmer de récupération. Il n'y avait pas de jour de repos, on s'entraînait samedi et dimanche. Et par contre, d'être plus à l'écoute individuelle. C'est-à-dire quand il y avait de la fatigue, on individualisait la récupération. Donc voilà, on n'a pas voulu dire on fait 15 jours, 3 jours, ou 10 jours, 3 jours, 10 jours, 3 jours, ou 3 semaines, 1 semaine de repos relatif. On est parti sur cette stratégie. Je pense que Nicolas pourrait être encore plus précis. Peut-être pas, mais en fait, l'idée, c'est ce que tu as dit, c'est 2-3 jours de déplacement. Je pense pas qu'ils étaient nécessaires pour les athlètes, donc il faut que ça compte aussi, ça. Par contre, si la configuration du calendrier de compétition, par exemple, si la compétition avait été prévue plus tôt dans la semaine, c'est-à-dire 2 jours après l'arrivée à Mexico, je pense qu'il aurait fallu aller très vite à Mexico sans passer par Paris. Ça, c'est une idée personnelle, je m'appuie sur pas grand-chose, mais dans l'idée, je pense que moins tu redescends et mieux c'est. Je sais pas, Franck, si tu as des...
pas trop de recul, mais de toute façon sur cette méthode, on utilise le stress donc hypoxique pour se préparer à une compétition en altitude. Donc normalement, on va faire une période d'affûtage qui suit et on peut enchaîner tout de suite. Donc moi, à mon sens. Après, je suis de l'avis, la coupure, moi pour avoir travaillé énormément avec des sports co, c'est pareil, à partir de 15 jours de stage, on était obligé de faire des coupures. Donc après, effectivement, scientifiquement, on sait qu'il faut 3 à 4 semaines, mais est-ce qu'il faut que ce soit viable aussi? Il faut que le groupe n'explose pas. Donc il y a des obligations aussi dont il faut tenir compte. Je rajoute un truc. En fait, les 3 jours, pour nous, par exemple, on aurait pu très bien enchaîner, mais ils ont vraiment fait du bien le fait de redescendre en plaine ou faire vraiment une coupure au milieu du stage, déjà moralement. Et puis ensuite, pour garder la qualité à l'entraînement surtout. Parce qu'en altitude, on ne peut pas forcément s'envoyer comme en plaine. Donc ça nous a vraiment fait du bien faire une petite coupure, une petite pause. Mais après, c'est vrai qu'on a senti qu'on était redescendus, qu'on a dû mettre bien 1 ou 2 journées pour repenser qu'on était en altitude. Voilà. Ouais, moi, si je peux témoigner par rapport à ça, le lundi matin, quand ils sont revenus de leurs 3 jours de coupure, j'avais des séances en hypoxie, donc c'était sur du premier seuil. Et sur certains athlètes, j'ai bien vu une augmentation assez franche par rapport à la semaine d'avant de la fréquence cardiaque et une saturation qui était vraiment basse. Donc ça s'est régulier, mais la réponse, elle a été immédiate. Ça veut dire qu'en 3 jours, déjà, il y a des choses qui s'étaient remises en place. Et je pourrais rajouter aussi, bon après nous on prend les informations scientifiques, mais après de toute façon ça sert à rien d'avoir des athlètes qui seraient parfaitement adaptés, mais qui seraient complètement saturés ou plus motivés, fatigués, en tout cas nerveusement. Voilà, donc après c'est toujours des compromis à trouver. Et le plus important, c'est de maintenir une dynamique positive dans le groupe, que les athlètes sentent que, au fur et à mesure du stage, que ça monte plutôt en puissance. Et donc là encore, en altitude, hein, ça c'est évident, les réponses elles sont toujours individuelles. Donc franchement c'est le plus difficile à gérer. Donc bon, nous on avait des habitudes, on avait un encadrement scientifique qui nous a beaucoup aidé. Mais je crois que c'est vraiment un compromis entre les littératures, ce qui est écrit, et puis après la particularité de chaque sport, de chaque sportif, et puis de la compétition qui est toujours différente. Bonjour, Valentin Taverne, étudiant en Master 1. J'aurais aimé savoir si vous avez hésité entre la méthode Living High, Training High et Living High, Training Low pour justement garder l'intensité de l'entraînement tout en vivant en altitude pour la compétition. Alors, attends, dis-le-moi en français parce que moi j'ai du mal à... Ouais, donc on hésitait entre soit vivre en haut et s'entraîner en bas, ouais, parce que j'ai ouais, pu lire que ouais, c'était une méthode qui était beaucoup utilisée maintenant pour justement garder l'intensité de l'entraînement et pas devoir baisser l'intensité en étant en altitude. Ouais. Alors, nous, on n'a pas hésité parce que, effectivement, d'abord, on ne l'a jamais fait. En plus, nous, par rapport à la particularité de notre sport, si à chaque fois qu'on dormait là-bas, il fallait descendre pour s'entraîner, une fois pour de l'escrime, une fois à des sites différents, ça serait très compliqué. C'est ce que j'avais dit pour commencer. L'intérêt de Font-Romeu, pour nous, c'est vraiment d'avoir tout sur place. Et là encore, je ne sais pas si, par rapport à notre discipline, par rapport à l'échéance, je pense que ce serait peut-être Nicolas qui pourrait peut-être comparer les deux stratégies. Sur la stratégie Living High, Train Low, c'était en fait, je pense que Franck, tu me corriges si je me trompe, mais le temps d'exposition à l'hypoxie n'aurait pas été assez suffisant pour avoir vraiment des bonnes adaptations. Et puis aussi la stratégie, c'était vraiment d'avoir des adaptations à l'effort en hypoxie. Donc d'où la stratégie d'être en Living High, Train High. Par contre, sur des stratégies de compétition en plaine, le Living High, Train Low est tout à fait adapté. Il peut s'associer avec du Living High, Train High. Mais là, vraiment, je pense que sur une stratégie performance en altitude, il fallait un temps d'exposition à l'hypoxie assez long, une dose hypoxique importante et des efforts, une accoutumance de l'athlète à l'effort en hypoxie. C'est vrai que pour les athlètes, c'est quand même ce cas qui donne le plus de confiance, c'est de sentir que dans des conditions de stress, de manque d'oxygène, ils sont capables de
répéter des efforts à des intensités de plus en plus élevées ou de plus en plus longtemps. C'est comme ça qui va les rassurer. L'intérêt aussi de la chambre hypoxique, c'était ça, hein, c'était de pouvoir monter encore plus haut, donc ça leur donnait une confiance supplémentaire. Si on les avait pas encadrés ou arrêtés, ils auraient demandé même de courir à 5000 ou à 6000 et faire des intensités beaucoup plus élevées. Mais je pense que, en tout cas, pour préparer une compétition en altitude, alors scientifiquement, ça a peut-être des intérêts de vivre en altitude et de s'entraîner en plaine, mais je pense que quand même, pour une compétition en altitude, de prendre des repères et de gagner en confiance, parce que quand même c'est ça, l'incertitude, on ne sait pas comment on va réagir, de voir que finalement on y arrive, c'est quand même le meilleur moyen. Oui, effectivement, le Living High Training Low, c'est le gold standard. Hein, c'est ce qui est le meilleur, c'est ce que vous avez expliqué. Ça permet de maintenir l'intensité d'exercice. Mais à l'inverse, comme l'a dit Jean-Marc, Jean-Pierre, pardon, il est impératif, donc, pour préparer une compétition en altitude, de s'entraîner, donc faire le Living High Training High. Et par exemple, nous, par exemple, au football, c'est pareil, ça a son importance. D'être dans les situations, par exemple, sur les trajectoires de ballon, la résistance en fait de l'air change et du coup les trajectoires, donc les lectures de jeu changent. Donc pour d'autres disciplines, c'est pareil, il faut impérativement qu'ils soient dans le milieu pour ce type de compétition, quoi. Et ensuite, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que le staff a mis en place, puisque sachant que Font-Romeu était qu'à 1800 et que l'épreuve avait lieu à 2500, le staff a mis en place donc des stratégies. Donc c'est du LH-TH, H+, c'est-à-dire qu'on rajoute du stress. Donc, et l'idée, c'est d'avoir donc les bénéfices sur les capacités d'endurance avec l'exposition à long terme, et puis de rajouter ce stress hypoxique pendant un exercice intense pour induire d'autres adaptations qui sont très importantes. Ça fait partie des travaux que moi j'avais démontrés. J'étais le premier en fait à démontrer sur le LH-TLH. Voilà. Donc Annick Cereza, j'avais la question, je me posais la question pour les athlètes qui vivent toute l'année en altitude ou dans des pays chauds. Est-ce que lorsqu'ils font des compétitions en plaine, ont-ils aussi besoin d'une acclimatation? Moi, j'ai collecté des données dans les deux stress sur plus de 2800 matchs de foot, donc FIFA. Donc, on a déjà publié sur la chaleur, on avait montré que les équipes acclimatées, donc comme le Qatar, bénéficiaient en fait donc de la condition chaude. Donc, quand ils recevaient chez eux, mais aussi en jouant aussi à l'extérieur. Mais ça se voit nettement moins puisqu'il y a toujours cette différence de niveau qui vient impacter les résultats. Par contre, sur l'altitude, on a montré donc l'inverse, c'est-à-dire que les équipes acclimatées donc à l'altitude performaient pas forcément mieux en redescendant en plaine, mais encore à cause de cette différence de niveau. Voilà. Et à l'inverse, par contre, quand ils sont chez eux, vous le voyez bien, quand le Brésil joue la Bolivie, ils sont capables de perdre, quoi. Donc voilà. Juste d'expérience sur les pôles, nous on a une centaine de jeunes permanents ici à Font-Romeu. Ils ont des compétitions dans leur calendrier annuel. La difficulté, elle va être dans l'individualisation. Donc vous allez avoir des athlètes qui vont avoir besoin de descendre et faire la compétition dans les 2 jours, et d'autres qui auraient besoin d'une semaine. Donc on a fait avec la natation par exemple un travail sur la variabilité cardiaque qui nous donne des éléments sur les niveaux d'énergie à la redescente, mais on sait très bien que la réponse elle est individuelle, toujours pareil à la descente comme à la montée. Donc quand vous avez un collectif, ben forcément le collectif il suit le calendrier. Donc pour certains ça va aller, pour d'autres un peu moins. Donc voilà, ça reste délicat à gérer la redescente, et c'est surtout dans l'individualisation que ça doit se faire. François Chiron, étudiant en Master 1. Est-ce que, par rapport à ce qui a été dit avant, on peut transférer aussi l'entraînement et la vie en stress thermique? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas vivre dans des conditions chaudes, mais s'entraîner dans des conditions normales, comme en plaine par exemple? Est-ce qu'on verrait les mêmes bénéfices? Est-ce que ça pourrait être transférable? Est-ce qu'on pourrait du coup ne pas vivre en conditions chaudes,
du coup avoir ces adaptations, mais afin de garder toujours la même intensité, s'entraîner dans, je sais pas, comme la thermo-training room, mais avec les mêmes conditions que, par exemple, ici à Paris, alors on va s'entraîner, on va vivre dans des conditions comme à Tokyo, par exemple. Ouais, bah alors ça, pour l'avoir vécu, nous, avec le Qatar, on avait fait un stage. Donc on avait fait un stage à l'étranger, puisqu'on fuyait en fait les conditions trop chaudes de l'été. Mais on avait des matchs officiels à jouer, donc finalement on est rentré au Qatar. Et pour préserver les joueurs, comme vous le savez, vous avez dû le lire, les stades étaient climatisés. Du coup, pour les séances d'entraînement, on faisait déclencher la clim pour pouvoir s'entraîner et maintenir en fait un certain confort aux joueurs. Et finalement, le jour du match, ils ont dû performer en conditions chaudes parce que c'était comme ça. Et ça les a perturbés. Et finalement, on a fait contre-performance. Donc, c'est pas forcément. Ouais, c'était en football. Et c'était contre l'Inde, si je me souviens bien. Très mauvaise performance. Serge Guémard, il me semble avoir compris dans les objectifs qu'il y avait aussi un objectif de maintenir la lucidité lors du passage de la course au tir. Et donc là, je m'adresse à Christopher et à Jean-Pierre pour commencer. Est-ce que vous avez vraiment observé une évolution de ce point de vue-là sur le maintien de la lucidité ? Je vous parlais quand on était à Mexico. L'entraînement, on ne le voyait pas trop, parce qu'on s'entraînait plus particulièrement sur la course et le tir en individuel. Sur Mexico, moi j'ai eu une qualification de pente pas évidente pour le passage en finale. Du coup, j'ai dû beaucoup m'employer en course. Et arrivé au stand de tir, je l'ai senti tout de suite. Alors on a 5 cibles à abattre. Et je fais 1, 2, très bien. Et au niveau du troisième, où je fais une prise de conscience, où je voyais quasiment des étoiles, quoi. J'avais du mal à me concentrer sur mes organes de visée. Où là, j'ai dû me reprendre assez rapidement, beaucoup plus long que si j'étais en pleine. Mais ça s'est vite ressenti, quand on manquait d'oxygène. Même si on était préparé, on voyait qu'il y avait une défaillance par rapport à la plaine. Alors j'imagine que quand on n'est pas préparé, on perd complètement les moyens, je pense. Ce qu'il dit, c'est intéressant, parce que nous, on avait quand même fait un peu le pari, justement, de se dire, on ne sera jamais adapté de toute façon pendant les 4 semaines. Et on a, contrairement à ce qu'on fait en plaine, on a très peu fait de combinés d'entraînement à des intensités élevées avec du tir, pour ne pas les mettre trop en difficulté, pour pas perdre confiance au niveau de leur tir, justement. Donc on a mis en place un entraînement progressif en course, et à côté de ça, on a maintenu un travail technique sur les fondamentaux de tir, mais plutôt séparés. Alors qu'on fait tout le temps 2 entraînements de combinés plutôt difficiles en situation normale, là on en a fait très peu, et on ne regrette pas d'ailleurs, parce que de toute façon, voilà, ça aurait pu avoir des effets négatifs. Bon, en plus c'est une épreuve plutôt forte du groupe France, donc on n'a vraiment pas insisté. Mais on ne peut pas répondre vraiment directement à ta question, parce qu'on a un petit peu occulté la problématique. Voilà. Globalement, en tout cas en compétition, les résultats de combinés ont été très très bons. On a été plutôt content des résultats de tir, ils ont été très très bons, et par rapport à la concurrence. Et sur le plan scientifique, Nicolas et Franck, vous avez des choses là-dessus ? Moi, c'est pas trop mon domaine, mais je sais qu'il y a des altérations cognitives. Et j'ai pas connaissance d'études qui aient montré, enfin, en tout cas sur ce type d'entraînement, s'il y avait un gain justement sur ces aspects-là. Et c'était une de mes questions justement que j'avais. Si vous aviez senti au fil des entraînements, en fait. Nicolas, tu veux dire quelque chose ? Une petite remarque sur la question de la lucidité. Je pense que le travail de RSH indirectement induit une nécessité de garder de la lucidité dans les hautes intensités. Donc la stratégie sur le RSH, elle a été là aussi, c'est-à-dire les amener sur des hautes intensités, sur des efforts assez intenses et sur le plan nerveux aussi qui vient chercher, puisqu'il faut rester placé sur un tapis qui tourne à 25 km/h. Donc forcément, avec la répétition avec les répétitions, vous êtes moins lucide, il y a une petite perte technique. Donc l'idée, c'était aussi dans le RSH de travailler cette lucidité dans des zones de désaturation assez importantes. Bonjour, Élodie Delaunay, étudiante en Master 2.
Comme vous étiez à Font-Romeu, vous aviez plutôt un air qui était assez respirable et pur, mais en allant à Mexico, on passe quand même dans un endroit très pollué. Est-ce que vous pensez que ça a pu diminuer les bénéfices que vous aviez gagnés à Font-Romeu, et est-ce que vous aviez prévu quelque chose au niveau médical ou autre dans votre stratégie pour pallier à ça? De toute façon, tu vas répondre aussi, mais de façon générale, alors là, on l'a bien senti, la pollution, effectivement. C'est aussi pour ça qu'on était parti, on avait prévu presque pour les individuels, ils avaient presque 10 jours. Hein, c'était presque 10 jours. On est arrivé à Mexico. Pour les derniers qui faisaient les compétitions individuelles, il y avait 10 jours. Donc ça leur a permis de s'adapter. Après, là, encore une fois, Christopher, on l'a ressenti, les athlètes l'ont ressenti. Dans quelle mesure ça a atténué les effets de l'adaptation et dans quelle mesure ça a aggravé le stress, là, pareil, c'est difficile à quantifier. Alors on faisait en sorte de rester au maximum à l'hôtel, parce qu'on était vraiment au centre de la ville, à Mexico City. Et alors c'est vrai que quand on sortait ou on faisait le moindre effort, on sentait que c'était pas de l'air pur qu'on respirait. Mais bon, après on faisait abstraction. Mais quand on avait du temps libre et du temps de repos, on restait à l'hôtel. On cherchait pas à aller à l'extérieur pour rester au plus tard possible jusqu'à le jour de l'échéance, tout simplement. Benjamin Compaoré, d'ES. Donc j'avais une question pour les pentathlètes. Là, vous êtes parti en altitude plus élevée parce que la compétition était en altitude. Mais est-ce que la stratégie que vous avez mise en place par rapport à la préparation spécifique à cette compétition, vous avez fait réfléchir pour les autres saisons où vous auriez une compétition en plaine, d'utiliser cette stratégie ou une autre stratégie en termes de durée ou retour en plaine, etc. Alors, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, de toute façon, on a souvent expérimenté Font-Romeu sur des stages de 15 jours, 3 semaines pour des compétitions en plaine. Jusqu'à présent, on le faisait en premier stage, assez éloigné de la compétition pour prendre aucun risque. Et c'est vrai que là, quand on voit l'adaptation qu'on a eue, qu'on pourra sûrement faire un bilan avec Nicolas et les athlètes, vraiment sur l'adaptation, c'est vrai que l'utilisation de la chambre hypoxique aussi, qu'on a faite en rappel pendant la saison entre 2 Coupes du Monde, jamais altéré le niveau de performance. Et c'est vrai qu'on peut être... Alors, la question va se poser, parce que l'année prochaine, on enchaîne 3 compétitions très importantes, qualificatives aux Jeux, avec 4 semaines. Et là, on est en train de voir si ça a un sens ou pas d'aller justement à Font-Romeu. Donc, on va... Des compétitions qui seront en plaine ou en altitude? En plaine. Donc, est-ce qu'on va aller à Font-Romeu? On doit voir ça un petit peu avec... surtout Nicolas. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis c'est toujours pareil, ce que je disais tout à l'heure. Nous, on peut se permettre de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire, toi, tu viens de l'athlé. Le mec, il faut vraiment être à son meilleur niveau. Nous, on peut se permettre aussi de ne pas l'être complètement. Si on est bien préparé et qu'on va être performant sur les 3 épreuves techniques, on peut trouver un compromis. Donc, on va voir. Mais c'est pas évident quand même de préparer une compétition en altitude et pour aller en plaine faire la compétition, soit c'est immédiat, ça je crois que c'est à peu près connu, c'est juste 2 jours après. Nous, le problème de la durée des compétitions, c'est au moins une semaine, on s'en va sur le site, puisqu'il y a la qualif, il y a la finale, il y a la compète de relais. Donc après, encore une fois, soit on étudie personnellement, individuellement les réponses et on voit on voit les solutions, soit on prend pas de risque et puis voilà, encore une fois, on fait comme on a fait avant, on fait un stage à Font-Romeu sans s'occuper de l'altitude pour le site, pour changer, et puis on prévoit un SAS avec un 2e stage en plaine, quoi. Voilà. On est plutôt là-dedans. Pour donner un petit élément de réponse aussi, la stratégie qui est réfléchie aujourd'hui, c'est de combiner les méthodes, donc du Living High Train High avec Living High Train Low. C'est-à-dire que sur les stages en préparation terminale, je parle à Font-Romeu, l'idée c'est de repositionner des séances en altitude basse au cours du stage. C'est-à-dire les séances à intensité de course les repositionner à 1000 mètres, pas à 1900 mètres. Tout ça, ça va permettre de maintenir les vitesses de déplacement et de diminuer la fatigue accumulée sur ce type de travail. Donc, nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est de positionner des séances plus basses sur des sites d'entraînement qui sont à une vingtaine de minutes du centre. C'est pas simple, il faut se déplacer, mais ça se fait. Beaucoup d'athlètes de la FFA le font et ça fonctionne bien avec des départs assez proches de l'épreuve. Après, oui, je pense que
préparer, si on doit mettre en place un stage terminal en plaine, il vaut mieux avoir un bon stage en amont où on va vraiment travailler sur le développement de capacité aérobie sur de l'altitude. Et puis revenir sur la plaine après pour repositionner des intensités de compétition. Merci. J'avais juste une question plus sur le plan scientifique, mais pour les disciplines explosives, justement, par rapport à l'altitude. Si vous avez des retours, les études qu'il y a, c'est beaucoup pour les épreuves aérobie, les demi-fondeurs ou les fondeurs, mais pour les disciplines explosives comme le sprint ou les sauteurs aussi, les retours que vous avez. Nicolas, je réponds d'abord? Oui. Okay. Vas-y, réponds. Vas-y. En fait, c'est parce que depuis quelques années, il y a de nouvelles méthodes qui ont émergé, que ce soit le RSH, le RTH, et c'est vraiment c'est d'intérêt en fait pour les disciplines un peu plus explosives. Tout ce qui est l'HTH et l'HTL, donc là c'est plus pour les disciplines d'endurance, en tout cas pour favoriser les ajustements sanguins et donc d'endurance. Et ces nouvelles méthodes, elles ont un intérêt parce qu'elles boostent en fait les facteurs anaérobiques ou musculaires. Donc mais c'est émergent. Hein, la première étude, c'est FES qui était à l'UNIL 2011. Voilà, donc c'est vraiment récent. Et ensuite, il y a eu, on est à 28 études maintenant à RSH. Là, on a un collègue qui est en train de finir sa thèse avec le rugby, qui a fait des manips avec le rugby gallois, et voilà, 28 études à jour. Le protocole est le même que pour les disciplines aérobie, en termes de durée en altitude, pour les disciplines explosives? En fait, il n'y a pas de gold standard sur la répétition de sprint. Donc, tant que tu as des efforts inférieurs à 30 secondes et des récup qui restent incomplètes, c'est bon, ça joue. Et pour la muscu, c'est différent, mais... Merci. Pour la partie muscu... ce qui a été montré surtout récent, c'est les effets sur tout ce qui est gain en hypertrophie, tout le travail de masse musculaire. Donc là, on sait qu'il peut y avoir vraiment des effets intéressants, où on va démarrer certains travaux avec des fédérations là-dessus. Donc là, sur cette partie-là, oui. Par contre, avoir un effet direct sur des répétitions assez courtes et des 2 RM, 3 RM, là, c'est pas forcément prouvé. Donc, il faut quand même mettre en place plusieurs répétitions, une logique un peu hypertrophie pour avoir des gains intéressants. Gomis Caféchin, je suis... Pardon, allez-y. Excuse-moi, juste pour conclure, je crois qu'il y a une étude qui est passée tout récemment sur de la force, pas max, mais avec des grosses charges du RM. D'accord. Donc, Gomis Caféchin, je suis sauteur en longueur et élève en DES. Et en fait, on a expérimenté avec Renaud Longuèvre une préparation en altitude, donc à Tignes, donc en 2016, en février 2016 pour tenter une qualification au jeu. Et on a donc au bout de 15 jours de stage, on est redescendu 48 heures avant les championnats de France. Et j'ai réussi ma qualification pendant les championnats de France. Et justement, vraiment fort, je sais. Et justement, pendant ce stage, on a remarqué qu'il y avait d'abord sur les 48 premières heures, une perdition au niveau force musculaire, parce que le corps s'adaptait. Et par la suite, on avait un gain entre 10 et 15% par rapport aux valeurs qu'on faisait en pleine. Donc c'est pour appuyer vos thèses. Le gain que vous avez pu avoir est sûrement aussi dû au fait qu'en altitude, la pression étant inférieure, vous avez pu, comme l'histoire d'un ballon ou d'un volant de badminton, le corps se déplace plus facilement dans l'environnement. Donc je pense que là aussi, il y a un intérêt. Je me rappelle à l'époque d'un meeting à Font-Romeu d'athlétisme où les athlètes venaient faire du sprint pour justement travailler la survitesse, qui était assez naturelle ici, puisque l'environnement était assez favorable.
Ouais, il y a moins de résistance à l'air, donc c'est vrai que ça fonctionne. J'en profite pour... parce que sur ces stages longs, en fait, les réponses sur les premiers jours, on peut avoir une perte de masse musculaire. Donc c'est pour ça que sur le stage que vous avez vu avec le pentathlon, ils ont aussi maintenu du travail de force, du travail de vitesse. C'est justement pour contrecarrer ces contre-effets liés à l'hypoxie. Donc quand on fait de l'alpinisme, vous l'avez lu, on perd de la masse musculaire, on devient de moins en moins performant. Ben, c'est la même chose sur du long terme. En fait, sur des expositions à long terme, si on ne maintient pas ces qualités, on risque une fonte musculaire et on risque de perdre donc des qualités, même si les athlètes s'entraînent. J'avais une autre question pour les sports d'intérieur comme le basket ou le hand. Est-ce qu'il faut garder le même principe par rapport à la chaleur et à l'altitude ? Faut avoir un temps d'adaptation, etc. Ou comme c'est à l'intérieur et que c'est climatisé, il n'y aura pas de problème et de perte? C'est un bon point. Par exemple, le jeu de Tokyo, même si c'est dans des salles climatisées, je pense que certaines équipes ou athlètes auront peut-être besoin de se préparer aux variations en fait, d'humidité. Parce que dans les salles ou avec l'ouverture des portes et tout, il risque d'y avoir des problèmes. Et dans les recommandations, ils en parlent déjà, que même pour les sports en salle, il y aura certainement un intérêt à se préparer à la chaleur aussi, à s'acclimater. Dans une moindre mesure, mais il y aurait quand même un effet. D'accord, merci. Alors, Aurélien Boulard, licence 3. Je me demandais pourquoi ne pas avoir fait le choix de partir directement à l'altitude de Mexico en stage, étant donné que l'acclimatation naturelle a de meilleurs bénéfices que l'acclimatation artificielle additionnée à la naturelle. Bah, là encore, on aurait pu le faire, mais bon, nous, on connaissait les installations. Donc, quand on va dans un pays étranger, on n'est pas sûr des installations. Donc là, au moins, on savait et on est vraiment prioritaire. On avait fait venir des équipes étrangères et des partenaires pour l'escrime avoir vraiment de l'opposition. Et puis surtout, ce que la jeune fille disait tout à l'heure, à Mexico, il y a vraiment une grosse pollution. Donc de toute façon, ça, on savait que sur la durée, ça allait être compliqué à gérer. Et puis la difficulté également qu'on a rencontrée sur la durée du stage de 4 semaines, parce que, encore une fois, on parle d'altitude, mais à chaque fois que ça a des contraintes réelles, hein, de devoir aller dans un site comme Font-Romeu, qui est magnifique hein, quand on y va en vacances, mais quand on doit s'y entraîner, c'est pas la même chose. Donc c'est un peu la même chose hein, à Mexico, même si on doit se déplacer sur un site qui est à 5 km, on peut y mettre 1 heure avec le trafic. Donc les problèmes de trafic, les problèmes de pollution, les problèmes qu'on n'est pas chez soi et qu'on maîtrise rien du tout. Voilà, et puis effectivement l'éloignement, hein, pour certains ça peut aussi peser, ce qui fait qu'on part 4 semaines avant la compète. On a le risque que quand la compète arrive, on est adapté, mais il n'y a plus rien, on a tout donné, on n'en peut plus et on a juste envie de rentrer chez soi, quoi. Donc on avait fait ce choix-là. Alors je crois qu'il y a un choix financier aussi, hein, parce que ça, en tout cas dans des sports comme le pentathlon, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et je crois qu'en l'occurrence, on a vu des pays étrangers, il n'y avait aucun pays qui avait fait ce choix-là, en tout cas. Donc il y avait d'autres stratégies, d'autres lieux, mais d'aller sur le site de Mexico 4 semaines, il aurait été compliqué. Pas forcément sur le site de Mexico, mais ailleurs, à un endroit à une altitude similaire, quoi. Ah oui, bah ouais, on n'y a pas pensé en tout cas, et effectivement, alors je sais pas après, hein, nous ce que je te disais tout à l'heure, hein, on a Font-Romeu, pourquoi? Parce qu'il y a une salle d'armes, pourquoi? Parce qu'il y a un centre équestre, donc si on va dans un site, je crois que c'est aux Canaries ou en Espagne, enfin il y a des sites un peu plus élevés, mais ouais, mais bon, si tout est compliqué pour s'entraîner dans au moins 3 épreuves sur 5, dans le compromis, voilà. Bon. Merci. Juste pour reprendre, parce que autant avec la chaleur, l'acclimatisation donc naturelle est plus bénéfique que la simulée, autant avec l'hypoxie, ça reste débattable, hein. On peut faire du simulé avec de très bonnes réponses, autant qu'en conditions naturelles. Même si les réponses physiologiques sont débattues et il y a certainement des différences, en tout cas, on a de très bonnes réponses avec l'altitude simulée. On peut conclure. Bah, écoutez, je vous remercie pour vous quatre pour la qualité de votre prestation et aussi la qualité des questions de cet échange. J'espère que ce Culture Sport vous a enrichi, nous a tous enrichis.
Rendez-vous donc le 13 novembre pour une autre thématique qui n'est pas encore décidée, mais vous aurez bientôt l'information. Alors je vous rappelle qu'il y a des bibliographies à disposition à la sortie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous envoyer. Il y a également des ouvrages à consulter sur place qui traitent de la thématique. Et bien évidemment, si vous avez d'autres renseignements, vous pouvez vous adresser à nos interlocuteurs. Je voulais remercier aussi Nicolas pour d'avoir participé à... Merci à vous. Merci à tous. Merci de cette excellente prestation. À bientôt pour une prochaine aventure à Font-Romeu.